Merci beaucoup, monsieur le professeur Supiot. Je voudrais vous remercier de m'avoir invité à prendre part à ce séminaire sous forme de colloque. J'ai quelques scrupules à intervenir en dernier après de si belles interventions qui ont été des invitations au voyage tout autant que des invitations à la pensée. Et je voudrais faire le lien avec la première conférence, celle de M. Robert, qui a cité Saint-Exupéry. Et c'est justement Saint-Exupéry que je voudrais citer à mon tour en exergue. Être homme, c'est précisément être responsable, comme il l'indique dans Terre des hommes. En effet, la responsabilité est la condition de notre humanité. Il va même plus loin dans d'autres ouvrages, indiquant qu'on est responsable de tout et de tous. Comment définir la responsabilité? Au cours de cette matinée, on a pu se rendre compte qu'il y a une obligation de répondre d'un acte que l'on a commis, et cette obligation de répondre va parfois passer par la justice. Il va falloir assumer les conséquences de ces actes. Alors, mon intervention portera évidemment sur l'Occident, et Occident que je restreins à un champ assez géographique cerné, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont trois systèmes, vous allez le voir, qui ont une importance remarquable et une influence notable. Je ne reviens pas sur l'étymologie, pourtant elle est importante. M. Robert l'a fait ce matin avec tous les termes qu'il a rappelés. Simplement une petite précision qu'il n'avait pas indiquée et qui est liée à mon défaut de juriste, c'est que dans respondere, le verbe qu'il a cité en tout premier, il y a une matrice romaine très forte qui est la sponsio, qui est un contrat verbal formel romain très important, par lequel on promet de répondre de la dette principale d'autrui. Alors c'est dans un domaine en dehors de la responsabilité, mais il y a une idée très forte qui va traverser les temps, c'est l'idée de garantie que l'on trouve déjà présente dans cette sponsio et qui est au cœur de la matrice du terme. En effet, l'adjectif, comme M. Robert l'a rappelé, est antérieur au substantif, et je ne résiste pas au plaisir de vous parler d'une petite hypothèse développée en son temps par le philosophe du droit Michel Villet, qui prétendait, sans le justifier, que l'adjectif responsable serait d'abord passé par l'Angleterre sous la forme de responsible, avant de revenir sur le continent sous la forme de responsable. Mais il n'avait pas donné de texte et d'éléments de démonstration, donc c'est une pure hypothèse. Alors, quelle responsabilité aborder dans ces courts instants qui me sont impartis? Je ne vais pas pouvoir traiter de toutes les responsabilités, je vais me concentrer sur les deux plus importantes et celles qui sont au cœur de pas mal de débats encore aujourd'hui, les responsabilités pénales et civiles, et encore, vous allez voir que je vais insister davantage sur la responsabilité civile. Un faisceau de questions intéresse ces questions de responsabilité, ces problèmes de responsabilité encore aujourd'hui, et à travers l'histoire, on a un faisceau de questions constants qui reviennent. Qui est responsable? À quelles conditions? De quoi est-on responsable? Et on le sait aujourd'hui, mais c'est de tout temps, on recherche un patrimoine solvable. Quelles sont les finalités de la responsabilité? Punir? Réparer? Prévenir, avec ce rapport au temps qui existe depuis très longtemps, à savoir un rapport au passé. Il s'agit de corriger un acte qui a causé un dommage, responsabilité curative, mais aussi responsabilité préventive lorsqu'il y a un dommage imminent. Et on sait que l'une des vertus du principe de précaution est éventuellement celle-là, le rapport au futur. Quel modèle de responsabilité doit-on privilégier? On a entendu ce matin, à travers les interventions, que soit on choisit un modèle de responsabilité objective, soit un modèle de responsabilité subjective. En Occident, ce sera aussi une tension que l'on rencontrera dans les systèmes européens. Également, sur les modèles, doit-on privilégier une clause générale, un principe général, ou bien, comme dans certains systèmes, ne réparer que des intérêts juridiquement protégés en les hiérarchisant? Alors, pour vous présenter mon propos, je vais distinguer d'abord la construction casuistique dans les matrices romaines et médiévales de la responsabilité. Il faut toujours revenir à Rome, même si on a entendu des conférences ce matin sur l'Antiquité plus lointaine, mais Rome, pour nos systèmes occidentaux de l'Europe de l'Ouest, Rome, bien entendu, est une matrice incontournable.
Et on peut, dès à présent, dans l'approche romaine, constater une casuistique, une démarche casuistique au cas par cas, avec en point d'orgue 3 principes du droit romain que l'on a un peu oubliés et que l'on ferait bien de mettre en œuvre encore aujourd'hui. Le premier principe, chacun le connaît, c'est ne pas léser autrui, le neminem laedere, expression très importante qui sera à travers l'histoire reprise et qui sera discutée. Vivere honesté, vivre honnêtement, ça c'est une vertu morale d'inspiration stoïcienne. Et puis, encore plus important, et qui a aussi sa part dans la responsabilité, le sum quique tribuere, rendre à chacun ce qui lui revient. Alors à Rome, il y a une distinction fondatrice pour ces responsabilités civiles et pénales que je voudrais évoquer. C'est la distinction entre les crimes et les délits, les crimina et les delicta, qui va donner naissance à une différenciation de procédures avec des intérêts attaqués, concernés, différents. D'un côté, on va avoir les procès publics, où c'est l'intérêt public qui est touché, et de l'autre, l'ordre des procès privés, où ce sont les intérêts privés, où c'est la victime qui va saisir la justice. Et dans l'ordre des procès privés, il y a 2 actions qui sont fondatrices. La première, c'est l'action d'injure, pour tous les dommages causés aux personnes, les injures physiques, les injures verbales. Et puis l'autre, c'est l'action de la loi Aquilia, cette action très importante à travers l'histoire qui va avoir une influence dans pas mal de pays en Europe et qui vise la réparation, l'indemnisation du dommage causé aux biens, dommage causé sans droit. Cette responsabilité qu'on appelle la responsabilité aquilienne, c'est le siège historique de la responsabilité délictuelle et plus encore de la responsabilité civile. À Rome, cette responsabilité aquilienne va connaître une extension constante, une dépénalisation progressive et 2 éléments importants pour nous. Premièrement, elle va se subjectiver, elle va être subjectivée, donc le choix de la faute comme fondement va être mis en avant, avec une étude des conditions physico-psychiques de l'agent pour retenir sa responsabilité. Et puis, du fait de la casuistique, une absence de principe général, tant sur le fondement que sur les effets de la responsabilité. Dans le cadre romain, on le sait également, très important, il y a la naissance du christianisme. Alors, il faut toujours se méfier sur l'influence que le christianisme aurait eue sur les conceptions romaines et sur le droit romain. Il y a des influences, mais du point de vue de la responsabilité pénale et du droit pénal, ça n'est pas vraiment le cas, puisque on constate que dans les conceptions chrétiennes, c'est plutôt la miséricorde qui est mise en avant, donc plutôt tendance vers le pardon, tandis que, de façon corrélative, le droit romain et le droit pénal romain et la responsabilité pénale va être constamment aggravée. Donc, il faut mesurer avec prudence cette influence, mais toujours est-il que les pères de l'Église vont avoir une influence intéressante sur les conceptions de la responsabilité qui vont marquer l'Occident. Premièrement, ils vont rappeler, et ça fait le lien avec le neminem laedere, ce principe de l'Ancien Testament, rappelé dans le Nouveau, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Deuxièmement, il va y avoir une assimilation très nette entre le délit, le delictum, et le péché, le peccatum, notion d'origine romaine, le peccatum étant le franchissement des lignes. Et là, les pères de l'Église vont christianiser ce franchissement des lignes avec, bien entendu, l'irrespect des lois divines et des principes divins. Il va y avoir également, chose qui peut paraître paradoxale, mais qui est très importante pour le christianisme, l'affirmation, ou plutôt la réitération du principe de la responsabilité individuelle et de l'individualisation de la peine. Alors ça paraît évident, mais ça ne l'était pas. Dans beaucoup de droits antiques, il y avait une responsabilité pour autrui. On faisait payer la faute des pères aux enfants, de la femme au mari, donc responsabilité qui n'était pas individuelle. Et puis, il y a un élément aussi qui va jouer un rôle déterminant, c'est le développement du sacrement de la pénitence, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais la pénitence, donc cette confession, va jouer un rôle dans l'extériorisation de la culpabilité. Je m'explique.
on va procéder par pénitence publique, c'est-à-dire que celui qui a commis une faute va demander à être accueilli dans l'ordre des pénitents et on va lui donner un vêtement particulier, on va lui donner une place particulière dans l'Église et il aura un certain nombre d'interdits, et non seulement pour lui, mais aussi pour les membres de la communauté. Donc, extériorisation parce qu'il va devoir reconnaître sa faute publiquement et son statut le désignera à la communauté. Et toute personne qui entrerait en contact contractuel ou qui s'appuierait sur sa parole pourrait faire l'objet d'une sanction très forte qui est l'excommunication temporaire. Autre élément aussi que les pères de l'Église vont apporter et qui va marquer ensuite la période médiévale, c'est la distinction des forts. Le fort interne et le fort externe, le fort de la conscience et le fort extérieur. Importance aussi pour les pères de l'Église de la notion d'homicide, avec quelque chose qui progressivement va prendre des proportions très nettes. C'est premièrement que tout est homicide, tout est grave, et que même un acte commis sans volonté, et que, deuxièmement, il faut justement tenir compte de la place de l'intention. Et on va voir circuler à travers les collections canoniques qui développent et qui font se répandre le droit canonique naissant, eh bien, des distinctions qui seront ensuite reprises, homicide volontaire, homicide involontaire, que nous connaissons. Alors, à la chute de Rome, comme chacun sait, des royaumes indépendants vont se créer, que l'on dit barbares. Ils ne sont pas si barbares que ça, si l'on suit les derniers développements en histoire du droit, puisqu'il y a des liens avec la romanité très forte. Toujours est-il que ces peuples germaniques suivent une tradition qui, elle, est fondée sur une responsabilité objective. Le fait juge l'homme, on s'attache à la matérialité des faits, et donc plus d'intention, on laisse de côté toute la romanité de ce point de vue-là, et on s'attache simplement au dommage, et ensuite on tire la conséquence de la sanction. Si du côté occidental, on est dans un monde germanisé, du côté oriental, les compilations de Justinien vont bien entendu parachever un édifice qui ensuite va marquer l'Europe. Mais pour l'heure, les compilations de Justinien qui réunissent, comme vous vous en souvenez, le Code, le Digeste, les Instituts et les Nouvelles, qui sont, pour faire simple, une synthèse magistrale de toute la doctrine et de tout le droit romain, va contenir, bien évidemment, synthétiser un certain nombre de questions relatives à la responsabilité. Alors, de ces fondements romains, ensuite, la période du Moyen-Âge central va s'efforcer de systématiser, de cette casuistique qui fait que là, on a un délit, une sanction, parce qu'à Rome, l'action précède le droit, que la procédure est très importante. Donc, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de droit, ce qui peut nous paraître complètement aberrant pour nous aujourd'hui. Eh bien, les docteurs médiévaux et la période médiévale va essayer de systématiser un petit peu cette responsabilité. Alors, élément important, c'est la Renaissance, la première Renaissance du droit romain au XIe siècle, avec le développement des universités. On enseigne le droit romain, on enseigne le droit canonique, les professeurs circulent en Europe, les étudiants étudient dans diverses universités. Il y a donc un fond commun qui se développe et qui se dessine, une culture juridique commune avec une lingua franca qui est le latin. Et on va voir se dessiner une distinction. D'un côté, un droit doctrinal enseigné dans les universités, un droit d'universitaire, si on peut dire, une véritable, comme disent les Américains, boîte à outils conceptuelle, et puis de l'autre, ce qu'on appelle les droits propres, qui sont à l'origine des droits nationaux, avec des sources de droits différentes, la coutume, la loi, la jurisprudence qui se développent progressivement. Alors justement, dans la responsabilité, dans ce droit commun, ce droit romano-canonique, va connaître des tentatives de généralisation quant aux conditions. On va s'intéresser à la faute, on va faire de la culpa un genre, on va s'intéresser au degré de la faute. Certains auteurs vont, alors que Rome avait dessiné 3 degrés de faute, certains auteurs vont définir 7 degrés de faute, rendant
éventuellement le travail du juge absolument impossible à mettre en œuvre. Et on va s'intéresser aussi à une notion qui est très importante et qu'on retrouvera dans les Iura Propria, qui est la notion de diligence. Le comportement de l'agent va être étudié, analysé par rapport à un degré de diligence qu'il doit opérer dans son action en fonction de son statut. On va s'intéresser également à la notion de dommage. Donc on avait une multitude de dommages, et là on va essayer de les catégoriser d'une certaine manière, avec un intérêt primordial pour le dommage matériel, et puis de fortes discussions, et ça n'a pas changé, puisque vous savez qu'au XXe siècle, on était encore sur des discussions relatives à ce thème, et des discussions autour du préjudice moral. Il y avait un principe de droit romain qui affirmait que l'homme libre ne peut pas estimer, on ne peut pas estimer le corps d'un homme libre. Eh bien, cette impossible estimation va conduire à l'impossibilité de réparer le préjudice moral. Le droit canonique va aussi jouer un rôle très important, puisqu'on reprend les textes des pères de l'Église et les études passées. La théologie également va avoir son rôle à jouer. Et on va travailler notamment de façon très nette et très ciselée sur la volonté, le libre arbitre, l'intention que l'on va mettre au cœur de l'imputabilité. L'imputation, je pense que vous le savez, c'est une notion comptable au départ, mettre au compte de, et ce terme va être juridicisé d'une certaine manière avec cette notion de culpabilité. Donc, ça permet de répondre à un certain nombre de questions. Si on est coupable, ça veut dire qu'on a une capacité délictuelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité. Donc, là aussi, la doctrine va essayer de définir qui et pourquoi est responsable ou ne l'est pas. Alors, à nouveau, la confession va jouer un rôle important, puisqu'en 1215, le 4e concile de Latran va imposer l'obligation de la confession annuelle à Pâques. Alors, ça peut paraître dans une société désécularisée comme la nôtre, enfin sécularisée pardon, comme la nôtre, aberrant et complètement improbable, mais on va voir une littérature se développer sur ces entrefaites, ce qu'on appelle les sommes des confesseurs, où vous avez des questions posées par le prêtre dans une pénitence privée, on laisse de côté la pénitence publique, où celui qui a commis une faute va répondre à des questions, et cela va permettre au prêtre de définir la faute précisément pour pouvoir ajuster précisément la sanction. Et de cette somme de confesseurs et de cette pénitence privée qui se développe, on va voir se dessiner quelque chose qui a marqué l'Occident véritablement, et j'insiste sur ce point. Premièrement, c'est le développement de ce que Pierre Legendre appelle une morale de l'intériorité. On met la personne face à sa faute dans la confession auriculaire, et non plus face à la communauté comme c'était le cas par le passé. Et deuxièmement, il va y avoir une culture véritable de la culpabilité qui a marqué l'Occident et peut-être le marque encore aujourd'hui. Dans les Iura Propria, ces droits propres donc différenciés, et je reviens à ma comparaison que je souhaitais opérer justement à ce niveau, dans le droit de common law qui se développe au XIIe, XIIIe siècle, on a un peu une démarche romaine de diversité d'actions avec, pardonnez mon mauvais accent anglais, action of trespass, qui est donc une violation, une atteinte à la propriété et au bien d'une personne, avec des conditions très strictes qui sont posées. Il faut que l'acte ait été commis par violence et par arme, ce qui est assez restrictif, ce qui va conduire au développement d'autres actions, notamment l'action on the case. Alors, je ne développe pas toutes ces actions dans le common law, parce qu'il y en a beaucoup, mais l'idée est bien évidemment d'abord qu'il y a un caractère assez objectif de la responsabilité dans le droit de common law, et qui prédomine, et puis une diversité d'actions, comme je viens de l'évoquer. En France, deux aspects importants. C'est d'abord les chartes qui organisent les rapports entre les seigneurs et les communautés nouvelles qui se sont développées au cours des XIe, XIIe et XIIIe siècles. Et dans les chartes, étant donné que ce sont des communautés rurales, on va voir se développer une multitude de délits ruraux avec une infraction définie et une sanction qui appelle très souvent une peine et une réparation. Également, autre point important en France, c'est le développement de la rémission.
La rémission, s'appuie sur le droit de grâce du roi de France. Il y a la possibilité pour le roi de France de relever une personne de sa responsabilité pénale à travers une lettre de rémission, qui est une lettre de justice, dans laquelle les circonstances sont développées, précisées, et des faits, d'une certaine manière, justificatifs présentés par celui qui présente sa demande. Et au terme de cette lettre de rémission, qu'il faudra faire enregistrer, très souvent le roi relève de la responsabilité pénale, mais impose, ça devient une clause de style, systématiquement le respect de la responsabilité civile. Ce qui est quand même assez important, c'est un des vecteurs de développement, d'accroissement de la responsabilité civile dans le système français d'Ancien Régime. Pour le Saint-Empire germanique, là, il est d'inspiration fortement romaine, avec la reprise des lois et des actions que j'évoquais pour le droit romain, l'action d'injure et l'action de la loi Aquilia. Alors, au terme de cette période médiévale, on va s'achever au XVe siècle, malgré les efforts de la doctrine, on n'a pas de principe général de responsabilité sur le fait générateur. On a en revanche un principe général de réparation qui est un élément de la théorie de la restitution, qui a été développée, précisée, dessinée par la théologie. À partir de cette matrice romaine et médiévale, voyons comment, dans un second temps, il va y avoir une systématisation et une réussite dans l'affirmation d'un principe général de responsabilité. Il y a tout d'abord une systématisation au cours de la période moderne, des XVIe et XVIIIe siècles, donc, avec d'abord la seconde renaissance du droit romain. Il y a un renouveau de la doctrine véritablement, la doctrine qui va critiquer toutes les positions et toutes les approches médiévales, critiquant notamment le fait d'avoir détourné les textes, de les avoir trop discutés, de les avoir obscurcis d'une certaine manière. Donc on va revenir à la pureté originelle romaine, et donc on va voir un humanisme juridique se développer. Alors il y a un auteur qui est important dans cet humanisme juridique, parce qu'il va avoir une influence sur le monde germanique et sur les conceptions allemandes de la responsabilité, c'est Hugues Donau. Hugues Donau, français, qui est connu pour être le père de la notion de droit subjectif, tel que mon collègue Jean-Louis Thiroux l'avait développé. Hugues Donau c'est un des premiers à développer la notion d'intérêt juridiquement protégé, avec des intérêts spécifiques, et on aura l'occasion de retrouver ces notions un peu plus tard. Il y a également la doctrine de la seconde scolastique, ces théologiens juristes qui vont apporter leur pierre, alors eux, sur un point important qui est les effets de la responsabilité, et notamment sur les personnes qui peuvent demander à pouvoir obtenir réparation du dommage qui a été causé. Et là, on élargit le cercle. Normalement, c'est la victime et ses proches. Là, la seconde scolastique va élargir le cercle un peu plus des personnes pouvant obtenir une réparation. Mais la doctrine la plus importante sur la responsabilité, le principe de la responsabilité délictuelle, c'est l'école du droit naturel moderne, avec une première formulation d'un principe général sous la plume de Hugo Grotius, le père du droit international public, qui, en 1619, va, pour la première fois, forger une clause générale où il associe à la fois le fondement et les effets, sans rentrer dans le détail de type de délit et spécifier tel ou tel acte, mais vraiment prenant les notions de façon générale, la faute, le dommage, qui seront donc réunis dans cette clause générale. Du reste, dans cette école du droit naturel moderne, on reprendra cette formule que l'on essaiera de justifier, notamment par des fondements moraux. Je pense notamment à Pufendorf, Samuel Pufendorf, qui va justifier la clause de Grotius en mettant en avant la notion de sociabilité, parce que l'homme vit en société, il a des devoirs envers son prochain, et puis également il reprend la notion que l'époque médiévale avait forgée d'imputabilité avec la notion de culpabilité et d'intention. En France, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que cette formule générale soit
énoncé pour la première fois sous la plume de Jean Domas, celui qu'on présente comme le grand-père du Code civil en 1689, avec une question assez difficile à résoudre, celle de savoir si Grotius a été utilisé par Domas ou non. Alors on n'a pas de réponse à cela malheureusement parce que Domas ne cite pas ses sources, il ne dit pas qui il a consulté. Et lorsque l'on fait la comparaison entre les deux clauses, celle de Grotius et celle de Domas, elles ne sont pas construites de la même manière, elles ne sont pas aussi complètes l'une que l'autre. Il y a des divergences de telle sorte que on reste sur une hypothèse. Michel Villers, encore une fois, avait annoncé, avait dit que Domas avait Grotius sur son bureau. Là aussi, c'est une hypothèse qui n'a pas été vérifiée. Alors, cette clause générale développée en France, ensuite, elle va circuler dans la doctrine et étrangement, il n'y aura pas de consécration dans la jurisprudence. On aurait pu s'attendre à ce que des juristes, des juges prennent cette clause et l'appliquent, et ça n'a pas été le cas. Ça reste une clause d'un droit doctrinal, un droit d'universitaire. Il y a également dans le droit de common law une progression importante au cours de cette période vers la notion plus large de negligence qui va englober différents comportements et qui montre une étape vers une recherche aussi de synthèse dans le système de droit de common law et même démarche dans le système allemand avec la pratique de l'usage moderne des pandects. Étrangement, alors qu'il suffisait de reprendre simplement les actions du droit romain, purement et simplement, quand même, il y a un effort de la doctrine allemande pour essayer de tirer vers une clause générale de responsabilité. Alors, l'achèvement de cette systématisation va intervenir avec les différentes codifications. D'abord, la codification française, avec les 5 dispositions que nous connaissons tous, l'article 1382 à 1386, avec un choix opéré par les rédacteurs du Code civil français qui est celui d'une responsabilité subjective fondée sur la faute. Et ça n'était pas évident, car au cours de la période intermédiaire, les projets de Code civil signés, dirigés par Cambacérès, étaient fondés sur une responsabilité objective. Donc on revient à ce choix d'une responsabilité subjective et bien évidemment on attache une très grande importance au dommage qui devient un élément condition et un élément d'évaluation de la réparation. Il y a des liens maintenus avec la responsabilité pénale très forts. Quand on compare les travaux préparatoires des articles 1382 et 1383 avec les travaux préparatoires des articles 319 du Code pénal et 320, on est étonné par la similitude des exemples qui sont utilisés dans les deux cas et qui sont tous les deux issus de l'action de la loi Aquilia. Alors, on le sait, la codification française va poser des difficultés, mais là, je ne rentre pas dans le détail, car Alain Suppieu en a parlé au tout début, et ce qui permet de faire une boucle de cette matinée, avec les difficultés de mise en œuvre des articles 1382 et 1383. La preuve de la faute était très compliquée, ce qui a suscité le mouvement qu'il a rappelé ce matin. Dans le système de droit de common law, il va y avoir là aussi une systématisation, avec en 1852 le Common Law Procedure Act, avec la suppression de la distinction entre l'action of trespass que j'évoquais tout à l'heure et l'action on the case, et la consécration d'un nouveau tort, comme on l'appelle, le tort of negligence, avec un domaine d'application étendu qui met en avant la notion de diligence, duty of care, que j'évoquais déjà dans la période tout à l'heure médiévale et qui est une notion très proche. Enfin, la codification allemande, à la fin début du XXe siècle, avec 3 dispositions générales et avec des choix opérés, c'est-à-dire que le système allemand, c'est le système des intérêts juridiquement protégés avec une hiérarchie, c'est-à-dire dans le prolongement de des thèses de Donau. Ils se sont posé une question, les rédacteurs du Code civil allemand, est-ce qu'on prend la clause à la française ou bien est-ce qu'on développe un système qui nous est propre?
Alors, pourquoi ils ont laissé de côté la clause à la française? Pour trois raisons. La première, ils avaient sous les yeux tous les problèmes qui avaient connu l'application de 1382 et 1383, donc ils n'ont pas voulu rentrer dans cette difficulté. Deuxièmement, il y avait pour les rédacteurs le risque que les cours prennent le pouvoir, et ça, ils ne le voulaient pour rien au monde. Et puis, troisièmement, il y avait un risque aussi important, latent, c'était de rompre l'unité de l'Empire que l'on voulait absolument. Le BGB était là pour unifier, uniformiser, et donc il y avait ce risque pour l'unité de l'Empire si on laissait les cours agir. Alors, je n'insiste pas, et je conclus très rapidement, parce que j'ai déjà dépassé largement mon temps. Ce que l'on peut voir ensuite, et M. Suppiot l'avait rappelé, mais brièvement, je donne quelques éléments, c'est premièrement le développement des assurances et ses conséquences, avec le problème aujourd'hui de l'irresponsabilité, en tout cas la déresponsabilité d'une certaine manière, puisqu'on voit très souvent les gens dire oh, bah, c'est pas grave, il y a des assurances, et donc on se déresponsabilise de cette façon. Il y a également les réformes du droit de la responsabilité qui sont intervenues en Allemagne et qui devraient intervenir en France, l'Allemagne ayant en 2002 admis pleinement la réparation du préjudice moral, notamment. Et puis il y a également les projets européens. Soit on harmonise, soit on codifie, en tout cas on essaie de rapprocher avec cette tension entre les deux systèmes que j'évoquais au début, soit une clause générale, soit le système des intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire soit le système français, soit le système plutôt allemand, et c'est plutôt le système allemand qui a été retenu dans les projets qui jusque-là ont été dessinés. Je vous remercie pour votre attention.